Je crois que si on cherche les vrais événements concrets pour les investisseurs cette semaine, il faut regarder du côté américain avec deux grosses IPO qui sont en préparation et qui vont avoir lieu demain et après-demain, Airbnb et DoorDash. On en parle avec Julie Jourdan à mes côtés en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Oui, on cherche un peu du tangible. Alors, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est tangible, Airbnb et DoorDash, mais ça va être quand même deux événements de marché très importants. Airbnb jeudi. Se dire quand même qu'on a le serpent de mer de l'introduction en bourse d'Airbnb qui traîne depuis des années dans le marché quand même, qui va sortir au terme d'une année de crise pandémique où plus personne ne voyage, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire et puis je dirais ça conclut une année qui a été particulièrement vigoureuse pour les IPO. Il ne faut pas oublier que là, on est sur un record absolu d'IPO sur cette année. Plus de 140 milliards, plus de 380 opérations qui ont été faites depuis le début de l'année. Alors, Airbnb, c'est d'autant plus emblématique, comme vous le disiez, que effectivement, cette société était une des stars avant cet été de perdre presque la moitié de sa valeur suite à finalement l'interruption de son activité liée à la pandémie. Et finalement, on prend quelques mois plus tard la même société et après des rencontres avec des investisseurs la semaine dernière, la fourchette initiale de l'IPO a été relevée et finalement, on se retrouve sur des niveaux de valorisation de 39 à 42 milliards, c'est-à-dire des niveaux qui sont supérieurs au dernier tour de table. Donc, c'est quand même assez formidable, sachant que les bookings, donc les nuits qui ont été réservées, sont en baisse, ce qui est bien évidemment logique vu le contexte, de l'ordre d'un peu moins de 40% en rythme annuel. Mais les investisseurs vont au-delà et regardent en fait qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, sachant que c'est la première destination de recherche aux États-Unis quand on prépare et qu'on planifie ses vacances. Ça y est, le réflexe Airbnb, en tout cas chez les Américains, est ancré dans les esprits comme premier réflexe, numéro 1. Tout à fait, devant Booking, devant Expedia, qui pour autant sont beaucoup plus gros encore aujourd'hui. Mais effectivement, le premier réflexe, c'est d'aller regarder sur Airbnb. Et justement, alors derrière, c'est les métriques de l'opération qui sont assez phénoménales, mais l'idée c'est quoi? Alors, est-ce que c'est l'exubérance américaine, le Nasdaq, on croit dur comme fer en l'avenir, quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'il y a un rationnel un peu plus équilibré sur l'idée que Airbnb, le modèle Airbnb, pourrait peut-être progresser, sortir gagnant de cette crise, en tout cas dans les nouveaux comportements de voyage, de destination, par rapport à des métiers d'hôtellerie plus classiques peut-être? Alors on avait vu déjà avant la pandémie ce souhait en fait de plus en plus des voyageurs d'avoir des expériences, de rentrer effectivement, d'aller dans un pays et de vivre la vie locale entre guillemets. Donc c'est vrai qu'ils avaient mis ça de manière assez, c'était un peu leur message au départ, et la pandémie va sans doute renforcer ça. Les conforte dans cette idée-là. Les conforte dans cette idée. On a vu la concurrence qui s'intensifie avec des acteurs comme Booking également, qui sont beaucoup plus présents là-dedans et sur ce qu'ils appellent donc effectivement les alternatives accommodation. Donc effectivement, c'est location en fait de maisons et ces possibilités en fait d'avoir un certain nombre d'expériences locales, de loisirs. Donc ça, effectivement, de toute façon, on le voit bien, ces sociétés, elles s'ajustent, elles s'adaptent, elles revoient leurs offres en fonction effectivement de l'environnement. On l'a vu avec Airbnb qui a beaucoup poussé des locations plus longue durée pour justement pallier à la pandémie qui sévit à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, on verra l'année prochaine quand le vaccin sera là, que effectivement on retrouvera une certaine forme de normalité, mais la réalité c'est que quand on regarde la baisse du chiffre d'affaires de cette société par rapport à ses concurrents, elle est largement inférieure. On est en baisse de 18% en rythme annuel, donc ça reste significatif, mais bien moins. C'est le tarif Covid, quoi. C'est le tarif de la crise pandémique. Oui. Ce qui montre bien qu'elle a aussi réussi à mettre en place un certain nombre de mesures de flexibilité qui ont fonctionné. Puis comme vous le disiez, ce sont les gros concurrents historiques, enfin on parle de sociétés Internet, Booking et Expedia, qui ont plutôt tendance à copier les modèles d'expérience Airbnb plutôt que l'inverse. Donc c'est dans ce sens-là que ça se marche. Bon, Airbnb qui va s'introduire au plus haut en termes de valorisation, l'introduction en bourse aura lieu jeudi sur le Nasdaq. Demain, on aura un autre modèle, DoorDash, livraison de repas à domicile,
Alors lui, j'imagine, en termes de business, qui a été un des grands gagnants de la crise pandémique, et donc qui va pouvoir s'introduire aussi au plus haut. Alors effectivement, donc là, on a exactement le pendant de Airbnb. Ouais. Un qui a souffert de manière majeure, l'autre qui a été un des grands gagnants, donc DoorDash, qui est le numéro 1 de la livraison de plats, de plats cuisinés à domicile, qui a plus de 50% de part de marché devant Uber Eats aux États-Unis. Donc c'est vraiment l'acteur majeur qui a presque triplé ses ventes cette année en ayant à peu près aujourd'hui presque 2 milliards de chiffre d'affaires et qui a, je crois, quelque chose comme 550 ou presque 550 millions de commandes sur l'année. Donc ça a été une explosion par rapport à l'année précédente. Ils le font à un moment où effectivement on peut s'interroger en se disant finalement si l'année prochaine l'économie rouvre, est-ce que les Américains commanderont toujours autant de plats à domicile? Mais en même temps, ils ont su créer un réseau, un effet en fait d'échelle ou également avec à la fois le réseau des restaurateurs et également tout ce qui est les livreurs. Donc effectivement, on a une plateforme qui est leader. Donc on verra comment ça se passe. Mais là aussi, a priori, la fourchette a été relevée et ça, on parle de 36 milliards de valorisation pour l'introduction en bourse. Donc mais quel symbole, deux emblèmes de la pandémie, la livraison à domicile et l'hôtellerie ou l'hospitalité, effectivement, qui ont vécu la crise de manière très différente. Et les deux vont pourtant s'introduire sur des multiples de valorisation plus haut. Et une année extraordinaire et un mois de décembre qui habituellement est très calme pour les IPO. Ouais. Il y en a quelques autres encore à venir derrière. Visiblement, le mois de décembre, effectivement, contrairement aux saisons précédentes, va être très très animé. Bon, on imagine qu'il y a pas mal de reports et de dossiers qui vont vouloir sortir pendant ce moment de marché encore favorable. Justement, un mot sur le marché dans son ensemble. Julie, quand on est gérant de croissance, parce que c'est structurel sur le marché américain et qu'on fait attention à la croissance, à la visibilité, à la qualité. Ce sont toujours des critères très importants chez une maison comme Mansartis en l'occurrence, mais chez d'autres également. Comment est-ce qu'on prend le virage du cycle ? Jusqu'où on est prêt à dégrader justement ces critères de croissance, de visibilité, de qualité. Si je résume un peu l'idée de fin d'année, peut-être qu'en 2021, il y aura un peu moins de conférences Zoom. On a vu le titre qui calait un peu d'ailleurs, et peut-être qu'il y aura un peu plus de pétrole dans les avions ou dans les transports. Comment on trouve l'équilibre entre les deux ? Alors effectivement, on peut s'attendre avec... on a quand même 2 bouleversements qui nous attendent sur 2021, sur le marché américain. Le premier, c'est effectivement les effets d'une campagne de vaccination et donc la renormalisation progressive de l'économie. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle globalement. Et la deuxième, c'est l'arrivée à la présidence de Joe Biden, qui là aussi va se traduire par un certain nombre de ruptures, notamment sans doute dans les relations diplomatiques qui devraient être sans doute plus, on va dire, plus traditionnel. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça rompt avec finalement des choses qui ont porté la croissance, des valeurs technologiques et des valeurs de croissance plus généralement sur 2020. Pour autant, nous, on considère qu'il faut être extrêmement attentif à deux choses. La première, c'est que les tendances structurelles qu'on a connues et qui se sont accélérées dans le cadre de la pandémie, donc la digitalisation, qu'elle soit dans les paiements, qu'elle soit dans le e-commerce, dans le streaming, etc., tout ça, il n'y a pas de retour en arrière. Donc évidemment, ça va être très rare de voir des sociétés qui ont fait 100% de vente, de croissance de leur vente, l'année dernière, qui vont réitérer l'exploit. Ça paraît évident. Néanmoins, la tendance de croissance, elle est là. Et donc, nous, notre rôle dans ce contexte, c'est d'identifier celles qui vont continuer à avoir des croissances organiques très solides, qui vont innover, créer des barrières à l'entrée. Et puis, cette innovation, finalement, va être vecteur de croissance. Et cette croissance va être vecteur de performance de marché. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN et de notre métier. La deuxième chose, c'est exactement ce que vous disiez, c'est à savoir, effectivement, si on va vers une renormalisation de l'économie, encore une fois, c'est une excellente nouvelle, comment on se positionne quand on a un positionnement de croissance et de qualité. Et là, c'est finalement de regarder et de continuer notre travail, qui était de dire, finalement, toutes ces valeurs de qualité qui ont été arrêtées en plein vol,
par la pandémie. Donc ça concerne la restauration, ça concerne effectivement les loisirs, ça concerne certaines valeurs industrielles, etc. Il y en a un certain nombre d'entre elles qui ont finalement investi, éventuellement restructuré, même si on sait bien que les évolutions de marge, les effets de levier qu'on a pu avoir pendant cette crise, finalement, ne sont pas tous durables, parce que certains étaient liés effectivement à des interruptions d'activité. Donc, on sait bien qu'il y aura des effets de levier qui seront peut-être moins forts que ce qu'on a pu avoir cette année, mais que les sociétés de qualité, elles ne sont pas arrêtées justement d'investir, d'innover, etc. Et donc, ça, c'est effectivement de renforcer ces positionnements sur des valeurs cycliques de qualité. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'aller dégrader, comme vous, genre pour reprendre vos propos. Mais pas sortir de votre territoire naturel d'investissement. Non. Effectivement, on considère qu'il y a du rattrapage, là, en ce moment. C'était logique. On avait eu sans doute des excès, et on l'avait vu dans les distorsions de valorisation entre la value et la croissance. Ce sont des effets court terme, qui sont des effets de rattrapage bien naturels avec les annonces de vaccins et les taux d'efficacité qui étaient largement supérieurs à ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc tout ça sont des bons éléments, mais néanmoins, on considère qu'effectivement, il y a des valeurs de qualité qui sont cycliques. Cycle et qualité, voilà. J'ai l'impression que c'est les deux, les deux cases à cocher effectivement pour 2021. Merci beaucoup Julie, merci d'avoir été avec nous en plateau. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, invitée de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.